Je veux être président de la République parce que je nourris le rêve d'un État humain et prospère. C'est pour ça que ma vision, c'est un État, un Cameroun, le Cameroun, qui protège et qui libère les énergies. Je considère que nous sommes comme abandonnés. L'État est absent. Cabral Libi Lingue, c'est mon nom, plus connu sous le patronyme réduit, la version réduite du patronyme Cabral Libi. Je suis candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, investi par le parti politique Univers. C'est vrai qu'on est venu au monde plus tôt que prévu en réalité. C'est souvent le cas aussi des primipares, parce que je suis l'aîné. Je précise bien l'aîné parce que je suis sorti le premier. Avant ma jumelle, qui n'est plus de ce monde de toute façon. Et puisque ça s'est déclenché plus tôt que prévu, donc je suis né en route en fait. Je suis né sous un arbre et je suis d'ailleurs allé revoir cet arbre qui existe encore. C'était une situation un peu cocasse, donc je suis sorti le premier. Et puis maman, me dit-on, a essayé de se déplacer et puis c'était un peu difficile. On a dû la mettre dans un pouce-pouce et moi-même dans une cuvette qu'on a couvert avec une couverture de fortune. Et c'est en cours de route qu'elle a dit, mais tiens, j'ai l'impression qu'il y a un bébé qui arrive et c'est là que ma soeur jumelle est arrivée. Bonjour tout le monde. Non, ne vous levez pas. Comment vous êtes, collègue? Ça va? Je sais pas. Comment grand? C'est le cordeau. Mon père, Ngué Paul, il me disait, je te forge parce que tu es l'aîné, tu n'as pas le droit d'échouer. Parce que si tu échoues, tu vas monter le chemin de l'échec aux autres. Donc il m'a traité très sévèrement et très durement. Ça, je le dis. Je ne peux pas compter le nombre de fois que mon père m'a fouetté. Je me rappelle au deuil de ma grand-mère. D'abord, il me dit, va m'acheter l'acide. Vous savez, ma grand-mère est morte très vieille, 108 ans, et chez nous, comme il était aveugle, il y a les exhumeurs et tout, donc il était obligé de brûler à l'acide. Il me dit, va m'acheter l'acide à Macaque. Alors, tout le monde commence à regarder. Je dis, mais cher ami, voici l'argent, va m'acheter l'acide, tu reviens. De là-bas, tu prends le train, tu vas à Ezeka, ton frère va te retrouver. J'ai fait Maomi, Macaque, à pied. C'est sur les rails. J'ai cru qu'il blaguait et je l'ai fait à pied. Et de là-bas, j'ai pris le train, j'ai retrouvé mon petit frère. On a acheté des sacs de poissons et tout. Et je vous raconte juste ça. Mon petit frère, il regarde certainement Martin. Je me souviens, on dégoulinait, vous savez, l'eau de poisson. Et on grimpait la colline. Et à un moment, mon petit frère s'arrête. Il dépose sa charge. Il me dit, grand frère, si on abandonne, je préfère ne pas continuer l'histoire parce qu'elle est en plus très émouvante. Je préfère plutôt parce que quand je la raconte, souvent j'ai des larmes aux yeux. Je préfère arrêter. Et c'est vrai en plus. C'est bizarre. Donc il me dit, grand frère, pourquoi papa nous fait tant souffrir? Et je lui dis, écoute, comme il a toujours dit, il veut que nous soyons des gens forts. Et ça fait de nous, effectivement, des gens très forts. Très forts. Bizarre. L'une des raisons aussi pour lesquelles il nous a élevés durement en agriculture. Et il nous disait toujours qu'il a appris ça de l'Ouest. Qu'il y était. Et il a vu des gens aller au champ à 5 h du matin avec la lampe, revenir du champ le soir. Et il comprenait et il me dit, mais je comprends pourquoi il y a toujours à manger là-bas. Et pourquoi c'est toujours eux qui vendent à manger et tout. Enfin, ils ne sont pas les seuls, évidemment. Et il nous a dit, mais
ce que j'ai vu là-bas, il faut le faire. Les histoires, parce que votre papa est proviseur, il est ci, il est ça, ce n'est pas pour vous. Apprenez à bosser, à travailler la terre, c'est votre avenir. Et je crois qu'il n'a pas tort. Ça explique peut-être pourquoi l'agriculture est en bonne place dans mon projet de société. Alors, c'est toujours avec beaucoup de nostalgie que je passe par cet endroit. Là, c'est NB3. On ne peut pas entrer, les salles sont fermées, ce n'est pas encore la rentrée. C'est ici que je fis mon tout premier cours. Moi, je vais vous dire, puisque c'est en fac que j'ai échoué pour la première fois. Quand j'ai échoué, je l'ai caché à mon père. L'année qui suivait, je n'ai pas payé. J'ai même dit que je ne vais plus à l'école. J'ai bouffé l'argent. L'année même qui suivait encore, mon père a su que je n'ai pas payé parce qu'un de mes cousins est allé me trahir. Et puis, il est venu en catastrophe sans trop me dire pourquoi. Il m'a dit, allons un peu à soi. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, non, je veux voir quel est exactement ton niveau maintenant. En plus, je mentais. Et puis, je lui dis la vérité. Mais bon, ça ne sert à rien. Je ne veux plus à l'école. Et puis, il se met à rire. Alors, moi, je le redoutais parce que je me disais, le connaissant, qu'il allait prendre ça très mal. Et c'est bizarre, il se met à rire. Il me dit, enfin, tu as échoué. Ça m'inquiétait. Tu ne peux pas faire toute une vie, tu fais des études, tu n'échoues pas. Il fallait bien que tu échoues un jour et que tu deviennes un homme. J'ai dit, mais tiens, j'aurais pu dire à ce type depuis que j'ai échoué. C'est bizarre, je n'ai eu la maîtrise qu'en 2007, je crois, 2007 ou 2008. Et c'est 2 ans plus tard que le recteur Tabimanga prend sur lui de me recruter à l'université. Parce que, après, je raconte, il va d'ailleurs se fâcher. Un jour, en 2008, après mes aventures politiques, un jour, il m'appelle dans son bureau. Et il me dit, c'est qui ton père? Je lui dis, il fait quoi? Il est enseignant, il va bientôt à la retraite et tout. Je crois que papa partait justement à la retraite. Il me dit, tu as des grands frères? Je dis non. Il me dit, mais tout ce que tu fais là, la revendication, les combats, tu luttes contre un régime, tu comptes sur quoi au juste? T'es rien. Je lui ai dit, je compte sur Dieu. Il se met à rire. Après, il me dit, écoute, Cabral, je t'ai côtoyé comme leader d'étudiant. J'ai côtoyé quelqu'un de très intègre, quelqu'un de très déterminé et de sérieux dans ce que tu fais. Moi, je vais te donner une chance. Je te parle comme un père. Tu feras de ta vie ce que tu voudras. Je vais te donner une chance. Il ne m'a pas dit quoi. Et un matin, M. Djodji Robert, je peux citer son nom, parce que c'est son proche collaborateur, il m'appelle, il me dit, Cabral, est-ce que tu veux travailler? Je dis, est-ce qu'on refuse le travail? Il me dit, non, mais si tu veux travailler, tu viens demain avec une demande, tes diplômes, et tu commences à travailler demain. Eh bien, je suis venu. Et j'ai commencé à travailler. Bon, il y a eu des difficultés. Hein. On n'arrivait pas à m'affecter quelque part. Partout où on essayait de m'affecter à soi, les gens refusaient. J'ai d'ailleurs traîné un peu, hein, 1 ou 2 mois, n'ayant pas exactement de lieu d'affectation. Et puis un jour, il y a eu des soucis à Radio Campus. Et puis on a dit, ah mais tiens, souvent quand il fait ces histoires de politique, là, il est porte-parole. Envoyez-le là-bas à la radio. Et puis je suis allé à la radio, et puis la suite, vous la connaissez. Là-bas aussi, je suis arrivé. J'ai encore eu des soucis avec ceux-là que j'ai trouvé là-bas. J'ai encore traîné au quartier, je crois, 1 mois. Après, il y a encore eu des problèmes. Après, on m'a appelé, le professeur Tchadé Ona a été désigné superviseur. Il m'a mis chef de chaîne adjoint. Et puis par la suite, j'ai créé des émissions qui ne plaisaient pas aux gens. On m'a suspendu 2 fois. Après, on a coupé les primes. Après, bon, récemment, on m'a même enlevé 1 fois. Voilà. Et je vous rappelle que nous sommes dans le fief du RDPC. Ça, d'abord, c'est le quartier du délégué du gouvernement. Et ce n'est pas facile. Beaucoup de gens aimeraient, beaucoup m'ont dit que si on me voit là-bas, on va me brûler. D'autres ont pris le courage. Mais je suis sûr que ceux qui ne sont pas là nous observent derrière la fenêtre. Donc, beaucoup de gens l'ont vu. Ils savent maintenant que ce n'est pas seulement le Cabral des réseaux sociaux, ce n'est pas seulement le Cabral qu'on revoit à Canal 2 ou à Vision 4, je ne sais pas trop, mais c'est quelqu'un qu'on peut également voir. Il est accessible. Il l'a montré. Moi, je ne sais pas, peut-être il me reste quelques jours à partir. Mais nos enfants, vous-même, vous voyez que il ne faut pas que demain, comme il vient là, qu'il change de bouche, il doit nous dire
ce qu'il nous dit là, s'il tient à ça vraiment, nous sommes derrière lui. Parce que vous voyez même que le Cameroun va mal. Je vous dis que tout le monde vole. Si tu dis maintenant qu'au Cameroun, tu enquêtes sur tout le monde, ta mère, tu vas l'attraper. Je crois que le consensus rousseauiste qui donne naissance à la République veut que nous ayons créé une personne morale, abstraite, au-dessus de nous, qui a le devoir de nous protéger, de nous sécuriser. Et non pas de nous spolier, de nous écraser, de nous étouffer. Et c'est pour ça qu'il faut libérer des énergies. On ne peut pas être dans un pays où, je décline juste ma vision, on ne peut pas être dans un pays dont les ressources humaines font leurs preuves, partout dans le monde, mais jamais véritablement chez eux. On est étouffé, on est asphyxié. C'est pour ça que je me bats. Et c'est pour ça que je me battrai jusqu'au dernier jour de ma vie, pour que cet État voie le jour. Je suis donc venu ici à Dakar en ce jour. Nazonan Dakar, wannan rana, babbar rana, kuma waje mai daraja, makabartan Yoff. In kira da babban murya na ɗaukan martaban marigayi shugaban Kamaru na fari Amadu Ahijo domin mayarwa jama'an Kamaru. Ina nan a Dakar domin mayar masa da martaban shi da girman shi a wannan martaba. Amadu Ahijo farin shugaban Ahijo na Kamarun da na ce shin da Allah ya zaɓi domin ya yi magana da sunan 'yan Kamaru a gaban duk duniya. 'Yancin Kamarun da aka samu da kokuwa da matasa masu kallon nisa wanda muka san girmansu yau an tare da munafinci da bakin ciki. Ina nan Dakar domin in gaya wa duniya, in tuno wa Afirka wanda ta ɗauke shi da daraja a wannan ƙasan Senegal da 'yan Kamaru. Kamaru ba ta manta da Amadu Ahijo ba, daga shi har 'ya'yan shi da aka binne. Nous sommes dans un environnement où, lorsqu'un jeune initie une chose, il cherche la caution. Chez ceux qui ont échoué, hein, par ailleurs, qui n'ont jamais eu le courage de faire ça. Mais ils cherchent quand même leur caution. Donc, Cabral, écoute, tu entres en politique, il faut quand même que Akeremouna t'impose les mains. Il faut quand même que John Frundi t'impose les mains. Lequel d'entre eux a eu le courage de faire ce que je fais moi, à 24 ans? À 24 ans, je vous l'ai dit, j'étais encore jeune étudiant, j'y ai laissé beaucoup d'années d'études. J'étais porte-parole de l'appel de 1000 étudiants contre la réélection de Paul Biya. 14 ans plus tard, je lance le mouvement. Lequel d'entre eux, à mon âge, l'a fait? Beaucoup se sont construits dans le système. Et il faut qu'on soit bien clair, c'est des pleutres, à la vérité. C'est des pleutres. Des pleutres. Beaucoup d'entre eux, de ceux qui me font la leçon, ce sont des pleutres. Enfin, on va vers... Je commence à me libérer, parce que... je leur concède souvent parce que je n'ai pas de temps. Mais j'ai très peu de références. En tout cas, très peu d'entre eux peuvent me faire la leçon. Parce que c'est bien d'avoir joué le petit poltron, d'avoir manigancé, d'avoir fait le petit jongleur, faire ami-ami avec Paul Biya. Ça vous permet de grappiller un peu d'argent, de grandir professionnellement, de vous construire 2 ou 3 villas ici et là, d'avoir un compte bancaire. Et à l'âge de la retraite, vous dites, j'ai beaucoup d'amis. Oubliant, personne n'est dupe. Moi, je ne sais pas, mais je sais, du peu que je sais, vous savez, je suis juriste internationaliste, que parfois, même pour occuper certaines fonctions à l'international, il faut la caution de l'État dont vous êtes le national. Je ne dis pas que c'est le cas pour certains, mais je veux bien dire, je veux simplement dire que ne prenez pas des autres pour des canards sauvages. Et on appelle ça la sagesse au Cameroun. C'est-à-dire que vous passez le temps à vous compromettre dans un système, et c'est quand vous estimez que le système est déclinant ou que vous êtes à l'abri, bon, c'est peut-être l'art de la guerre, vous sortez comme un homme neuf. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les Camerounais cherchent un homme qu'ils connaissent, en lequel ils se reconnaissent. Je crains. Bon, je vois certains qui changent, ils commencent à parler aux gens dans la rue, il y en a qui commencent même déjà à aller acheter du pain. C'est très bien. On peut faire tout ça. Mais moi, j'achète du pain chez le boutiquier d'à côté depuis des années. Je n'ai pas besoin de faire semblant pour acheter du pain. Et c'est pour ça que je suis plus crédible aux yeux du boutiquier. Qui lui s'est dit, bon, ce gars, il a quand même souvent acheté mon pain, mais ce nouveau client,
Je ne suis pas sûr que je l'aurai demain. Oui, oui. Parce qu'il achète son pain là juste pour que je le vote. Faisons gaffe. C'est des idées reçues. Monsieur Zogo, je n'ai pas de compte bancaire fourni. J'ai plusieurs comptes bancaires mais ils sont vides. L'argent, c'est une autre idée. Parce que je sais que vous allez me poser la question. Il faut avoir de l'argent. Oui, bien sûr. Il faut en avoir. Alors, question. Oui. Ceux qui se prévalent de beaucoup d'argent, ils l'ont pris où? C'est pas de l'argent propre alors? Non. Ouais. Circonstances de lieu. Où? Ils l'ont pris où? Ou dans quoi? Oui. Si vous voulez. Je n'attaque personne. Oui. Mais c'est intelligent de leur part. Effectivement. Il y en a, les gens, ils font des prestations internationales et tout. Monsieur Zogo, c'est une idée reçue. On ne fait pas la politique avec son argent personnel. Absolument. Ça n'existe pas. Quand quelqu'un vous dit, j'ai de l'argent pour faire la politique, c'est un mensonge. Vous ne pouvez pas vous être battu toute votre vie en faisant de l'expertise internationale ou nationale ou en faisant vos plantations. Pour qu'un matin vous preniez tout cela, Pour investir dans vous investissez en politique, ça n'existe pas. Même Donald Trump qui est richissime ne fait pas campagne avec son argent. Parce qu'un homme politique est porteur d'idées. Et ces idées reçoivent des soutiens. Un accompagnement populaire. Et c'est de là que vient l'argent. C'est pour ça que je vous disais que le mouvement 11 millions de citoyens étonne. On a inversé les choses au Cameroun. Il y a des hommes providentiels qui viennent avec de l'argent et qui en distribuent. Non, la politique se fait autrement. Frundi, dit-on, a gagné en 92. Il avait combien de milliards? Pas beaucoup. C'est le peuple. La première ressource en politique est humaine, elle n'est pas financière. Je fais toujours le petit calcul. 1 million de personnes qui cotisent 1000 francs, ça fait 1 milliard de francs CFA. Donc ce que vous devez chercher, M. Zogo, quand vous entrez en politique, c'est d'avoir 1 million de partisans. Oui. Et non 1 milliard de francs CFA. Dans votre compte. Parce que le jour où vous avez 1 million de partisans, vous avez en réserve 1000 milliards. Parce que le jour où il faudra que chacun donne 5 000, il va donner 5 000, vous aurez 5 milliards. Voilà la politique. Donc, il met la charrue avant les bœufs et il vous dit qu'il va accélérer. Bon, en fait, il va accélérer maintenant le rétropédalage, alors, finalement. Donc, en fait, mais ça, encore, c'est des détails. On en parle pour rire, mais on sait tous que ça ne donnera rien. C'est pour ça que moi, je n'ai de cesse de dire aux Camerounais, prenez vos responsabilités. Et du coup, j'aimerais sur la question électorale, que de mon point de vue est intéressante. Ce n'est plus la peine de rester là, accroché aux lèvres du président Biya, attendant qu'il vous dise quand est-ce qu'il va sortir du chapeau la date des élections. La Constitution nous donne un certain nombre d'indications. L'élection présidentielle n'est ni anticipable, ni prorogeable en l'état actuel de la Constitution. Le président Biya a prêté serment le 2 novembre 2011. Le mandat s'achève 20 jours au moins. L'élection doit se tenir 20 jours au moins, 40 jours au plus avant l'achèvement du mandat en cours qui s'achève donc le 2 novembre 2018. Vous faites 20 jours au moins, 40 jours au plus, ça vous situe entre septembre et octobre. Vous avez là-dedans la date des élections et vous vous préparez en conséquence. Le corps électoral est convoqué 90 jours au moins. C'est-à-dire qu'on met le plancher mais pas le plafond. Donc il peut même convoquer 100 jours ou 120 jours. Il peut même convoquer demain le corps électoral pour l'élection présidentielle. C'est pour ça que je rappelle aux uns les autres que lui seul sait quand les inscriptions s'arrêteront sur les listes électorales. Mais il faut s'adapter à ça. C'est pour ça que les uns et les autres ne doivent plus traîner des pieds. Au lieu de se déchirer dans les réseaux sociaux et dans les journaux, comme je le vois, chacun veut passer pour l'opposant le plus beau. Des délais courts. Lui, il est assis à étudier et il maîtrise le calendrier dans sa poche. Mais nous devons nous adapter à ça, à défaut d'avoir fait changer les choses à l'Assemblée. Pour les municipales et les législatives, les mandats s'achèvent exactement entre septembre et octobre. Ça a eu lieu le 13 ou 15 septembre 2013. La première session de plein droit a eu lieu en début novembre, donc ça s'achève encore 20 jours au moins, 40 jours au plus. Même chose avec les législatives qui étaient couplées. Donc en temps normal, on devrait même avoir entre septembre et octobre des élections triplées, puisque seules les sénatoriales pourraient avoir lieu autour de février-mars. Ça là, nous le savons déjà. Donc ce n'est même plus la peine d'épiloguer, ce sera un lundi ou un vendredi. Bon, on sait que généralement, il fait l'élection présidentielle en saison pluvieuse. Remontez l'histoire du Cameroun. Pourquoi en saison pluvieuse? Parce qu'eux seuls ont des prados et des pick-up pour se rendre à des endroits où ils seront les seuls à contrôler les urnes et les suffrages. Tout le monde le sait, il ne les fera pas en saison sèche. Donc on sait qu'on a quand même des dépits jusqu'au mois de juin. Ça, tout le monde le sait. Alors, au lieu qu'on s'adapte à ça, on est encore là à s'échiner,
à chercher dans la tête du président pendant qu'il va de temps en temps en Suisse? Est-ce qu'on voit un chiffre sur le jour ou la semaine? Non. En tout cas, ce qui me concerne, je ne suis plus à ce niveau-là et j'invite les Camerounais à sortir de cela. On n'est pas esclave des désirs d'un président sortant. C'est peut-être pour ça qu'on appelle justement le président... La Constitution, elle est là. Attendons-nous à cette Constitution. On appelle le président... Ok. Si pour vous, la question de la forme de l'État n'est pas idéale, mais des questions de bière dans les bars, tant mieux. Je vous dis encore, ça, ne confondez pas le fonctionnement de l'RDPC au fonctionnement de l'État, en tout cas en théorie. Mais... pour revenir à la question que vous m'avez posée, je pense que moi, en tout cas personnellement, j'ai écouté très attentivement le discours du président de la République parce que de toute façon, il est toujours le président en exercice. Et le discours de fin d'année est généralement fondateur sur ses projections de l'année qui va suivre. Même si, au bout de 35 ans de règne, ce n'est pas toujours suivi des faits, mais c'est toujours important de noter au moins ses intuitions et ses intentions. Et lorsqu'un chef d'État, donc, dans des conditions comme celle-là, s'adresse à la nation, je pense que la question qu'il doit se poser, ou alors ce qu'il doit pouvoir se dire, s'il est vraiment un chef d'État, les enseignants qui ont dû battre le macadam pour être payés, est-ce qu'ils ne s'attendent pas à ce que je les rassure? Les fonctionnaires à qui on a dit qu'ils ne pouvaient plus prendre d'avance de solde, parce qu'il y a des tensions de trésorerie, est-ce qu'ils ne s'attendent pas à ce que je les rassure? Les Camerounais qui ont dû fermer l'entrée d'un hôpital parce qu'ils n'avaient pas de kit de dialyse, est-ce qu'ils ne s'attendent pas à ce que moi, chef d'État, je les rassure? Les jeunes qui ploient sous le chômage, le sous-emploi, est-ce qu'ils ne s'attendent pas à ce que je les rassure? La question anglophone qui préoccupe tant les Camerounais, est-ce que ce n'est pas le lieu pour moi d'y apporter une réponse pour donner le signal de ce que nous sortons de la guerre et nous allons vers la paix? Ce que je veux dire, c'est que nombreux étaient les Camerounais qui, comme moi, écoutaient ce discours en cherchant quelque chose. Mais curieusement, pour cette fois-ci, sur la forme, le discours est resté, mais alors, à tonne, sans relief, et dans le fond, plutôt ennuyeux. Puisque, en plus, il était même dépouillé des petits artifices auxquels il nous a habitués ces dernières années. Artifices, pour certains mensongers, comme les chiffres sur des milliers, des centaines de milliers d'emplois créés, sachant très bien que c'était du bluff. Mais au moins, ça faisait effet. Les petites phrases du genre apprenti sorcier, tout le reste qui balançait quand même pour faire rire la galerie, au moins ça donnait un petit relief, ça faisait bavarder dans les chaumières. Pour une fois, ça a été mais d'une platitude incroyable, ce qui moi m'a laissé le sentiment que le président, soit il avait vraiment un problème, mais souvent on ne communique pas tout de suite sur ces problèmes, ou alors il est dans un état de lassitude, peut-être que cette fois il a dû écrire ça lui-même, et puis on voit peut-être vraiment son vrai niveau. Je veux dire que il y a eu un souci dans ce discours-là, vraiment un sérieux souci dans ce discours-là, et peut-être qu'il va en faire un autre. Moi j'ai vu Macron faire un premier discours et un autre plus court, adressé à la jeunesse. J'ai espéré même, en revanche, j'ai même trouvé le discours devant le corps diplomatique beaucoup plus charnu, beaucoup plus intéressant. J'ai même eu envie d'applaudir, tellement il abordait des questions internationales avec une clairvoyance. Moi, je l'ai ressenti. Mais parlant, mais ça confirme ce qu'on dit toujours. Quand il est face aux étrangers, il a un comportement tout à fait exemplaire. De toute façon, je reste convaincu que même ces consultations dont il a parlé quelque part, il les a certainement reçues du Commonwealth de la France lors de ses récents voyages. Mais pour une fois, le président, mais encore, vraiment on entre en année électorale, le peuple camerounais doit comprendre qu'il n'a plus grand-chose à attendre de lui. En fait. Je crois que c'est tellement évident. D'accord. Joya Moussa, bonsoir. Bonsoir Roger Et bienvenue dans l'arène. Merci, bonsoir Cabral. Bonsoir, monsieur Joya. On vous a vu prendre des notes pendant que nous discutions du programme de Cabral Libier du mouvement 11 millions de citoyens. Vous avez certainement, en tant que politiste, des choses à redire sur la façon dont nous avons posé des questions et peut-être sur les réponses de l'invité. Vous avez 15 minutes pour cet exercice. Oui, merci Rodrigue, vous m'accordez juste 15 minutes. Donc pour ce peu de temps, j'aimerais qu'on aille tout droit au but et que nous essayons d'éviter autant que possible des circonvolutions. Alors, pour aller très rapidement, Cabral, lors d'une émission de Jean-Bruno Tagne en août, je crois août ou septembre dernier, vous avez déclaré, entre autres choses, que vous étiez à la base du statut de l'étudiant, ou bien parmi les rédacteurs.
qui ont conduit au statut de l'étudiant. Et entre autres, vous avez revendiqué de l'amitié de Moi Fonjontu et de Linjombo, chose qu'ils ont contestée. Et Linjombo s'est même fendu d'une déclaration qui est parue dans Mutation pour vous régner toute amitié avec lui. Alors moi je vous demande, pour le leader politique que vous êtes demain, est-ce que c'est normal de vous attribuer des travaux que vous n'avez pas faits et des amitiés que vous n'avez pas? Parce que ceci, M. Rodrigue Tongue, est la lettre du recteur Bruno Bekolo du 27 février 2006. Elle est destinée à moi ou à Oui, Cabral? et vous l'allez lui transmettre, qui est la note d'autorisation des activités. J'étais président du comité de rédaction du projet de la charte des droits et devoirs de l'étudiant. C'était le seul comité pilote qui a été institué à l'université après ces fax du ministre de l'Enseignement supérieur que vous devez lui transmettre. C'était le professeur Conchou qui était PCA. Et il y a eu un seul comité de droits et qui a produit, qui a été validé d'abord par le conseil d'administration du 1er décembre 2005 et voici le seul projet de charte de droits et devoirs de l'étudiant qui a été fait au Cameroun. Sous ma présidence, Joya Moussa, c'est comme vous pouvez le constater, 149 articles pour 11 titres. Vous pouvez lui donner. Nulle part, jamais, au Cameroun, il y a eu un autre comité pour rédiger une charte des droits et devoirs de l'étudiant au Cameroun. Alors j'aimerais que Cabral nous dise où, avec qui et comment il a rédigé un projet de statut de l'étudiant. Vous avez achevé? Oui. Ok. Je vais... C'est vrai que c'est un travail fastidieux, Rodrigue. C'est une lourde paperasse. Nous sommes au service du public. C'est une lourde paperasse. Allons-y rapidement, hein. Nous avons juste 15 minutes. Où, avec qui et quand avez-vous rédigé un projet de statut des droits et devoirs de l'étudiant? Ok. J'ai vu la date qui figure sur la correspondance du recteur Bekolo. C'est 2006. Savez-vous en quelle année? S'il vous plaît, quand, comment et avec qui avez-vous rédigé? S'il vous plaît, j'ai 15 minutes. Oui, on comprend. Oui, mais qu'il aille, qu'il dise que j'ai fait tel jour avec telle personne. il y a des millions de téléspectateurs qui nous Oui. regardent et qui sont Et j'ai avertis. 15 minutes juste. Qui sont avertis, si Cabral veut se dérober, les gens le constateraient. Donc, permettons-lui de répondre. Parce que j'ai d'autres questions là. J'ai plusieurs En d'autres 2005, le recteur Tabi Manga Jean, dont un an avant la lettre du professeur Bruno Bekolo Ebé, lance à l'université de Yaoundé 2 le concept de l'étudiant citoyen. Je suis donc à cette date coordonnateur des étudiants de l'université de Yaoundé 2. Et à ce titre, il me charge de lui produire une mouture de la charte des droits et devoirs de l'étudiant, parce qu'il avait lancé le concept de l'étudiant citoyen. Vous avez cette mouture là? Étudiant, mais bien sûr. D'accord, vous allez la produire plus tard parce qu'on doit évoluer. Mais c'est un peu compliqué avec vous. C'est un peu compliqué avec vous. On avance, on avance. Je parle de 2005. Vous prévalez des échanges de correspondance avec votre recteur à Douala. On Permettez-moi a de commencé en 2005. Et voilà la correspondance du ministre qu'il aurait pu lire. Il y a eu un seul comité pilote dans toutes les universités camerounaises qui a été institué par le ministre de l'Enseignement supérieur. Je parle sous le contrôle Jean-Paul Ndia, qui est le CELCOM du ministre, vit encore. Le ministre Famendongo existe encore. Voilà le fax du ministre Famendongo. Les histoires internes à l'université de Yaoundé-Soa, je mets à défi Cabral demain de nous produire une correspondance, une note officielle du recteur Tabi Manga et la mouture de la charte qu'il aura produite. Parce que si on commence dans les racontages, on ne va pas terminer. On a 15 minutes, on évolue. Alors, si vous permettez question, quand même, oui. Parce que quand vous pouvez noter simplement les questions pour lesquelles Joya Moussa ne souhaite pas de réponse. Vous aurez noté que M. vous allez répondre juste après. d'un document signé un an après ce dont je me suis prévalu. C'est 2005. Le document du ministre, c'est 2005. C'est septembre 2005. C'est ce que j'allais donc vous expliquer. En réalité, ce qui déclenche le document que vous recevez à Douala, c'est le travail que nous avons abattu à l'université. Vous aviez déjà un peu mouture. Parce que vous le savez très bien. La plupart des réformes qui ont été faites en 2005 ont commencé par l'université de Yaoundé 2. Vous avez déjà un mouture. Seul le recteur Tabi Manga avait lancé le concept. Vous aviez déjà un mouture. Vous avez un document.
Je vous mets au défi de le produire un jour. Deuxième question. Quel est le rôle que vous avez joué exactement dans la grève de 2005? Pendant la grève de 2005? Ben écoutez, j'étais leader du comité de droit, Quel est du le rôle comité que de vous avez défense, mais je défendais Il est en train de les répondre, intérêts, Joya mais Moussa. c'est compliqué, je défendais les intérêts des étudiants de l'université de Yaoundé 2 en 2005. D'accord. Dans le comité de défense des intérêts des étudiants de Yaoundé Vous êtes recruté quand? en 2009 à l'université. Avec Richard Macron. Non. Ils sont recrutés quand? Eux, ils sont recrutés, vous allez leur demander. Et Ah, puis l'opinion vous publique veut bien savoir qui est Richard Macron. Oui, d'accord. Vous êtes bien informé. Moi, je vous réponds. On avance, C'est 2 minutes. on avance. Il y a une fois, parce qu'il faut sortir, j'ai plusieurs parties. Il y a une fois, vous avez déclaré que vous avez 2 licences en droit. C'est vrai? Ben oui. Comment vous D'abord- faites pour avoir 2 licences en droit dans le même établissement et la même université? Ben, écoutez, il y a des gens qui ont 3 licences. Non, c'est interdit par la loi. Il est même interdit de recomposer une unité de valeur qu'on a déjà validée. Il est interdit d'avoir la même licence 2 fois dans la même institution et la même université. Rodi Tongde, vous êtes juriste quelque part quand même. Non, moi je suis pas Vous juriste. êtes, Je suis juste curieux. Je suis juste curieux. Il est interdit au Cameroun d'avoir dans la même université, le même établissement, la même licence dans le même intitulé. Ok. Je me suis inscrit à l'université de Yaoundé 2, d'abord pour faire droit privé. J'ai d'abord fait des études de droit privé, jusqu'à la licence. Comme vous, vous les avez faites à Douala avant de faire sciences politiques. À Yaoundé 2. Je n'ai pas fait sciences politiques à Douala. C'est ce qu'il a dit. Je voulais juste préciser que vous êtes l'un des rares juristes privatistes à avoir fait J'ai sciences un politiques après. master en droit des affaires. Droit privé des affaires. Je précise encore que vous êtes, et c'est tout à votre honneur, l'un des rares juristes, mais ce n'est pas interdit, qui a fait droit privé et qui miraculeusement fait par la suite sciences politiques. Non, non, En vous tout cas, ne ce n'est comprenez pas- rien du ce tout. n'est pas- Non, mais s'il je vous veux plaît, répondre. une affaire personnelle entre j'ai une Cabral et licence, vous. s'il vous plaît. Il faudrait éclairer l'opinion publique, si vous permettez. Sur votre licence? D'accord, j'éclaire juste l'opinion. Mais c'est moi qui devais En éclairer droit, sur la mienne. S'il vous plaît. Oui. En droit, on a une licence, à Douala, comme vous le savez, on a une licence en sciences juridiques et politiques. Rodrigue, vous étiez J'ai à Douala eu, aussi. s'il vous plaît, j'ai eu une maîtrise en droit privé des affaires à Douala et je suis revenu avec ma licence en sciences juridiques et politiques. Quand même les gens de gestion et d'histoire faisaient maîtrise en sciences politiques, fait maîtrise en sciences politiques, puis 2A, puis une thèse. Donc, il faudrait qu'on se comprenne très bien. Qu'il nous explique comment, et c'est interdit par la loi, on peut avoir une maîtrise, une licence en droit, 2 licences en droit dans le même établissement et la même institution universitaire. C'est interdit par la loi. J'étais donc en train de vous dire que je salue l'intelligence de M. Njoya, qui est l'un des rares juristes privatistes, qui a une licence de droit privé, qui fait une maîtrise. Je n'ai pas une licence de droit On a privé. Vous ne connaissez pas l'université de droit. Mais On a vous une licence en avez dit, sciences vous avez juridiques et dit, politiques. vous avez dit droit Il des n'y a pas une affaires. licence de droit privé à droit. Vous avez dit droit des affaires. Non, j'ai une maîtrise en droit des affaires. Et le droit des À affaires Douala, rentre dans non, le droit s'il vous privé. plaît. À Douala, on a une licence en sciences juridiques et politiques. Comprenez-moi bien. C'est en maîtrise que vous choisissez. On n'a pas de licence en droit privé à l'université de Douala. Et je suis très écœuré que quelqu'un qui veut être président de la République ne connaisse pas les curricula dans les universités. À Tchang, par exemple, à Douala, on délivre une licence en sciences juridiques et politiques et vous Et à choisissez. Soa? Et à soi, il y a une licence en droit privé et une licence en droit public. Mais il vous est Donc c'est interdit. normal que, Non, vous ne pouvez pas faire puisque licence. vous êtes titulaire d'une maîtrise en droit Il des est affaires, qu'on interdit. pense que vous êtes titulaire d'une maîtrise en droit privé. C'est Non, du droit privé, non, dans tous ne les vous cas. embrouillez pas. Je n'ai pas une licence en droit privé. J'ai une licence en sciences juridiques et politiques. D'accord. Mais revenons. Comment est-ce qu'il a fait alors que c'est interdit par la loi pour avoir 2 licences dans un même Vous aurez tous établissement? noté l'évolution entre licence en droit des affaires et licence en sciences juridiques et politiques. Mais il y a qu'à Douala que ça se fait justement. Ah, vous ne le Je ne savez pas. maîtrise pas Et il y a l'université. de Tchang Douala. également. Peut-on avancer dans ce débat? qu'on peut Mais il y a quand avancer? même dans ce studio qu'on évolue de droit des affaires à sciences juridiques et politiques. Mais j'étais donc en train de vous dire que j'ai fait ma licence de droit privé. Et quand je l'ai achevé, je me suis rendu compte que ce n'était pas ma vocation.
parce qu'à l'université de Yaoundé 2, et qu'on permette donc, quand on vient de Douala, qu'on puisse prendre des notes comme on le faisait tout à l'heure quand on parle de soi, où on est venu que pour faire sciences politiques, à partir de la 2e année, vous choisissiez. Donc quand j'ai achevé, je suis donc revenu choisir droit public et j'ai fait mon cursus jusqu'aujourd'hui. D'accord. Les enseignants qui nous écoutent vont trancher. Voilà. Je reviens sur une autre chose. Vous avez dit tout à l'heure que vous soutenez les doctorats professionnels. Est-ce que vous savez que, voici le texte de loi, l'arrêté 99/081 du MINUSUP du 23 décembre 1999 qui organise le cycle doctoral au Cameroun et qui ne prévoit nullement le doctorat professionnel. Vous voulez être président de la République. Que ce soit le professeur Magloire Ondoa, que ce soit le professeur Minkwache, et plus encore au niveau de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Famindoumbou, ils ont reconnu qu'il y a juste un projet de loi qui est déposé au niveau de la primature pour entériner l'existence des doctorats professionnels. Quelqu'un qui veut être président de la République, est-ce qu'il est normal, parce que vous étiez l'un des défenseurs et des communicateurs du doctorat professionnel, vous l'avez encore défendu tout à l'heure, est-ce qu'il est normal de mettre sur pied des cycles professionnels qui n'ont aucune base juridique selon vous? Je peux répondre? Oui. Ok. Je peux comprendre que c'est lorsqu'on est président ou qu'on a vocation à être président que l'on sait qu'un pays ne se limite pas à ses frontières. Il peut appartenir aussi à un ensemble sous-régional et un ensemble régional. Et c'est pour ça que moi je sais que ce que vous ne savez pas, c'est que le 11 février 2005, il y a eu une directive CEMAC. Et cette directive CEMAC a donc institué le LMD. Et qu'en réalité, le texte qui est illégal, c'est celui qu'on doit réviser, celui que vous brandissez. On doit réviser. Vous êtes publiciste, il y a ce qu'on appelle l'internalisation des textes. Est-ce que ce texte de la CEMAC a déjà été internalisé au Cameroun? Ok. Je peux continuer? Okay. Est-ce que ça a déjà été internalisé? Je disais donc que le processus d'incorporation de la directive CEMAC est en cours. Donc il n'y a pas de base juridique. Et que ce n'est pas parce qu'un texte ne prévoit pas une chose qu'il interdit la chose. Cool. Qu'il interdit la chose. Le texte que vous venez de brandir, oui. Et j'ai eu la chance de le lire à maintes reprises, c'est pour ça que je vous le renvoie, et que si vous lisez la note de présentation du doctorat professionnel, ce texte est cité, mais vous n'êtes pas allé jusque-là. Parce que nous sommes dans Quel est le fondement juridique du doctorat professionnel? Le fondement juridique, c'est la directive CEMAC. Faux. Nous sommes dans faux le système... et faux. Nous sommes dans... Au plan national, il n'y a aucune base juridique. La raison pour laquelle il y a un projet de texte à la primature. Si la circulaire CEMAC résolvait le problème, on n'aurait pas un projet de texte à la primature. C'est clair, ça apparaît. Oui, c'est clair. Oui, mais, sinon, on n'aurait pas un projet de texte. La directive existe et c'est une, la directive existe, c'est une norme juridique. Non, s'il vous plaît, la directive est-elle une norme juridique? Rodrigue Tonguet, il faut une mesure d'internalisation. Tout à fait, on est d'accord. La preuve pour laquelle il y a un texte à la primature qui n'a pas encore été signé. Tant que ce texte n'en est pas signé, le doctorat professionnel n'a aucune base légale. Je sais pas en tout cas, peut-être pour l'opinion, pour le public vraiment. Est-ce que je suis obligé d'intervenir. Pour les téléspectateurs, je voudrais dire, pour ce doctorat, j'espère qu'on va refermer le chapitre. Non, mais parce que c'est un débat d'école. Si on ferme le chapitre, monsieur Tonguet, je voulais restituer une information, simplement, Cabral. Quand vous avez écouté les embrouilles, s'il vous plaît, écoutez maintenant, je vais vous donner la parole tout de suite après. Je voudrais indiquer que le professeur Soso, qui est le président des institutions universitaires, la conférence des recteurs, oui, le président des institutions universitaires au Cameroun, a clairement dit que le doctorat professionnel n'était pas bienvenu au Cameroun. Il avait tous les recteurs devant lui, avait mis le ministre de l'enseignement supérieur un peu en minorité qui voulait faire passer cela. Il avait cité le doctorat professionnel comme étant un exemple ailleurs, mais les mécanismes n'étaient pas réunis. Les conditions n'étaient pas réunies pour un doctorat professionnel au Cameroun. Je voudrais que ce soit dit et qu'on débatte sur autre chose. Oui, mais monsieur Tonguet, c'est quand même bizarre. Oui. J'espère que vous savez très bien que le recteur Soso, en lui disant, avait déjà institué des doctorats professionnels à Yaoundé. Attendez, ça c'est ce qu'il a dit. Mais on n'en sortira pas à Cabral. On n'en sortira pas. C'est compliqué avec vous. Oui. À moins que vous soyez complice de l'abrutissement général. Non. Je suis donc en train de vous dire. Permettez-moi donc de vous dire
que si ce que M. Njoya Moussa dit si. est vrai, ça veut dire que tout le système LMD qui est en vigueur au Cameroun depuis 2008 est illégal. Ça veut dire que toutes les licences professionnelles, tous les masters professionnels, parce que c'est sur le fondement de la directive CEMAC que toutes les universités se sont mises à jour sur le LMD. Et le LMD, c'est licence, master, mais c'est pas possible. Le LMD, c'est licence, master, doctorat. Nous avons le candidat. Sur le fondement de la directive CEMAC, on a lancé les licences. Sur le fondement de la directive CEMAC, on a lancé les masters. Sur le fondement de la directive CEMAC, il est logique de lancer le doctorat. D'accord, on évolue. Bon, vous déclarez être le candidat des jeunes. Et l'un de vos mérites, c'est d'être jeune. Et vous présentez d'abord comme ou bien on vous présente comme le Macron camerounais. Mais ce qui est bizarre, à chaque fois que les jeunes se sont retrouvés en difficulté, vous vous êtes retrouvés du côté des vieux. Je ne reviens pas sur les affaires de la grève de 2004-2005, que tout le monde connaît à Yaoundé 2. Mais en 2014, les leaders de la DEC, Tchale Barthélemy et Batum, sont arrêtés parce que le professeur Maurice Aurélien Soso, dont on parlait tout à l'heure, institue une somme spéciale de 5 000 francs pour la carte d'étudiant. Ces leaders de la dette s'opposent. Ils sont arrêtés, enfermés, suspendus, l'un à l'école normale supérieure et l'autre à l'école nationale polytechnique de Yaoundé. Sur les antennes d'Amplitude FM, avec certains de vos amis, vous avez soutenu et dit que le recteur avait raison de les faire arrêter, enfermer et de les suspendre au nom de la police administrative. Deuxième fois, David Eboutou et Patrice Sapak sont arrêtés pour leurs histoires dans une chaîne concurrente ici. Et vous passez sur cette chaîne-là, alors que vous étiez consultant également sur cette chaîne comme eux, vous soutenez qu'on avait raison de les arrêter et qu'ils étaient coupables, vous faisiez confiance à la justice. Plus tard, ils sont déclarés non coupables pour les faits de falsification en écriture privée et tentative de chantage, escroquerie et bien d'autres. On a dû, pour les condamner, invoquer comme cela chantage par voie de... On ne va pas juger la justice. Bref, on ne juge pas la justice. Je vais juste remarquer qu'à chaque fois, que ce soit pour Patrice Sapak et David Eboutou, ou pour Tchale Barthélemy et Batum Thierry, chaque fois, Cabral Libby s'est rangé du côté des aînés qui étaient les bourreaux de ces jeunes-là, qui ont été plus tard réhabilités. Vous pensez que vous êtes le candidat des jeunes avec ce genre de comportement? Je peux répondre? Je préfère m'adresser à vous maintenant. Dans mon quartier, on dit souvent à certaines personnes, il faut manger avant de boire. Et c'est ce conseil que j'ai envie de donner à M. Njoya Moussa. Jamais, sur une radio, je n'ai parlé de l'affaire. Les gens ont vu nos échanges Facebook. Hein? Ah, maintenant, ce n'est plus radio, c'est Facebook. Oui, les gens ont vu nos échanges Facebook. Il faut manger avant de boire. S'il vous plaît, les gens ont vu nos échanges Facebook. Permettons à Cabral de répondre. Je n'ai jamais parlé de cette affaire sur aucune radio. En revanche, j'ai soutenu la position prise sur une radio par M. Richard Macon. La position de Richard Macon, c'était celle-ci. Le recteur d'université exerce la police administrative dans l'université dont il a la charge. Et sur le fondement de ce droit que lui confèrent les textes de l'université, et je suis heureux que celui qui vient d'en faire l'apologie est maintenant celui qui est en train de les remettre en cause, en tout cas leur application en cause. C'est pour ça que je dis aux gens de boire ou de manger avant de boire. C'est ce que j'ai dit, que le recteur avait le droit d'exercer la police administrative. Une fois que tu as fait cette observation juridique, tu ne légitimes pas l'arrestation, puisque derrière, j'ai bien dit que les revendications de ces étudiants devaient être prises en compte. Vous ne l'avez jamais dit. Ça, c'est d'un. De deux. Est-ce qu'on peut maintenant, sur l'affaire Sapak, il répond. Oui. Mais sur l'affaire Sapak, une fois encore, ceux qui nous regardent sont témoins. Toutes les émissions que j'ai faites sur la chaîne Vision 4 sont sur YouTube. Il ne me souvient pas, et moi je suis généralement lucide, qu'une seule fois, on ait abordé cette question sur une des émissions à laquelle j'ai participé. Ah bon? À moins de me constituer responsable de ce que les gens disent. Oui. En Non, on ne peut pas terminer en une minute. Moi, je vais rapidement continuer. Vous avez déclaré que vous êtes candidat pour 11 millions.
Vous voulez être président de la République. Vous êtes juriste comme moi. Et si vous êtes candidat à la présidentielle, est-ce que vous savez que vous serez le chef des armées? Par exemple, quelle est la doctrine applicable actuellement dans les armées que vous voulez réformer? D'abord, je ne vous ai jamais dit que je réformais des doctrines. Quelle est Et la doctrine? je ne savais même pas que l'armée camerounaise D'accord, je vais vous renseigner. était sous l'emprise. La doctrine de l'armée camerounaise, c'est la doctrine de défense ferme aux frontières qui nous amène aujourd'hui et qui nous rend incapables du droit de poursuite, comme on l'a vécu avec Boko Haram, par exemple. Le Nigeria a voulu Le le droit Nigeria, de c'est ce qu'on poursuite appelle au la Cameroun. doctrine ferme aux frontières. Je suppose que vous ne la connaissez pas. Passons, évoluons. Quelle est la doctrine en matière d'éducation, par exemple, que vous semblez connaître, que vous voulez réformer? D'abord, les questions de droit de poursuite ressortissent du champ du droit international dont je me provoque quelques petites expertises. Et ça n'a rien à voir Faux. avec l'armée. Rien à voir. Parce que Le droit de poursuite extraterritorial. le droit de poursuite ne profite pas qu'à l'armée. À la police aussi. Ça peut profiter aussi à la police. Il faut qu'on se comprenne. Tout très à bien. fait. Et d'ailleurs, en la matière, c'est plus la police que l'armée. J'espère que vous en saisissez bien la nuance. Monsieur Rudi Tongue, il faut qu'on Le se droit de comprenne. poursuite entre les S'il vous profs, plaît, s'il les vous profs plaît. disent, définissent le droit de S'il vous poursuite plaît. à notre Je ne petit parle niveau pas des comme le profs. droit de faire la police En sur le territoire, sur notre 1994, territoire. les militaires nous suivent. Les gens se prévalent de ce qu'ils ne font pas. Les militaires nous suivent. En 1994, dans le cadre de la guerre contre Bakassi, nous avons développé et déposé au niveau des Nations Unies un concept de défense nationale qui remplaçait celui de la défense populaire, qui est celui de la défense ferme aux frontières. Ça veut dire que le Cameroun s'interdit, sauf sous l'égide des Nations Unies, d'intervenir au-delà de ses frontières. C'est déposé aux Nations Unies. Monsieur l'internationaliste très lucide. Le Cameroun a même formulé la D'accord. demande auprès le Nigeria a formulé la demande auprès du Cameroun Voilà. sans avoir de succès. Oui. D'accord. Et le Cameroun s'est interdit de cela. Oui, Monsieur tout à fait. l'international est très lucide. Alors, évoluons. Au niveau de l'éducation, la doctrine, c'est celui de la démocratisation. C'est pour ça que quand vous lisez, que ce soit la loi d'orientation de l'éducation nationale, que ce soit la loi d'orientation de l'enseignement supérieur, on dit l'État garantit l'accès de l'éducation à tous. Vous comprenez un peu. Et c'est ça qui cause la massification. Monsieur le candidat ne le connaît pas. Non. Au niveau de l'économie, je voudrais qu'il nous explique rapidement votre programme au niveau de l'économie. Actuellement, je suppose, on fait les constats. C'est facile de dire que Douala n'a pas de route et on n'a pas de route. Est-ce que vous pouvez nous donner le trépied de l'économie camerounaise? Quels sont les 3 principes sur lesquels repose actuellement l'économie camerounaise et que vous voudrez critiquer? D'abord, je ne vous ai jamais dit que je critiquais les principes sur lesquels repose On sortira par là pour le duel. repose l'économie camerounaise, dont ne me demandez pas de répondre à une chose que je n'ai pas dite. En revanche, sur l'éducation, je voudrais quand même rappeler qu'il n'y a pas un seul État au monde qui ne promeut pas l'éducation. Donc, si c'est une particularité de la doctrine camerounaise... Non, la démocratisation, il y a des États qui limitent l'éducation à un certain niveau par rapport à certains cas. Je veux juste dire, sur le plan de l'économie, le trépied de l'économie camerounaise, c'est quoi? Et vous voulez changer ça comment? On en sort. On sort par là, Mais vraiment. je ne vous ai jamais dit que je changeais les principes de l'économie. D'accord. Donc, ne me demandez pas de dire comment je vais faire une chose que je n'ai pas l'intention de faire. On va nous retirer l'antenne, on va poursuivre l'échange certainement sur notre page Facebook. Il ne pourra pas répondre dans tous les cas. Une seule question. Oui, Je j'enregistre votre demande question. juste que si demain, M. Cabral Libi est nommé par le président Biya, quelle sera sa réaction? J'enregistre la question, je vais la répercuter dans un instant. Merci Joya Moussa d'être passé par ici pour le duel. Malheureusement, nous allons devoir mettre un terme à l'émission parce que le temps s'en est allé sans qu'on s'en rende. Le temps s'en... Donc voilà. Partagez le direct, partagez. Donc vous
vous voyez, là c'est Gandhi, il est venu de l'extrême nord. Il était au Tchad avec le leader. Voilà, Othon Barrow, il est venu de France. Excellence Kabouali, son Excellence Kabouali, la jeunesse galinoise vous souhaite la bienvenue. Merci. Merci. Là, c'est le bouquet de fleurs, l'arbre de paix. Et cette jolie coquette fillette qui vient de dire bienvenue au président. Président, il est là ce soir. Un et indivisible, le Cameroun. La nation nous appelle à un grand rassemblement. Ses fils du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour réparer les injustices de notre histoire, pour une réconciliation totale. 11 millions de citoyens, tous debout, travaillons pour un Cameroun nouveau. Une nation qui protège et qui libère les énergies, dans la paix, la justice et l'unité. Jeunesse camerounaise, fer de lance de la nation, réfléchis et construis ton avenir. La survie de ta chère patrie dépend entièrement de toi. 11 millions de citoyens, tous debout, travaillons pour un Cameroun nouveau. Une nation qui protège et qui libère les énergies, dans la paix, la justice et l'unité. Séparons-nous de tout ce qui freine notre émergence, le vol, la corruption, le tribalisme, mettant l'humain au centre de nos projets, promouvons le vivre ensemble. 11 millions de citoyens, tous debout, travaillons pour un Cameroun nouveau. Une nation qui protège et qui libère les énergies, dans la paix, la justice et l'unité. 11 millions de citoyens, tous debout, travaillons pour un Cameroun nouveau. Une nation qui protège et qui libère les énergies, dans la paix, la justice et l'unité. Je vous annonce d'antan que les rapports incontestables que j'ai reçus de mes représentants sur le terrain remettent irréfutablement en cause les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel.
Vous avez tous assisté le 22 octobre 2018 à la consécration par cette institution du verdict fictif issu du simulacre électoral qui aura, une fois de trop, méprisé l'expression de la volonté du peuple. Que cela soit bien compris de tous, le président proclamé élu n'a pas été élu par le peuple camerounais. Il a été élu par l'administration et les CAM et le Conseil constitutionnel. Moins d'une cérémonie d'ouverture, on a eu des tableaux plutôt émouvants et encourageants, notamment ces jeunes qui ont renoncé à se battre dans le bush et surtout le courage de vérité qu'a affiché l'un d'entre eux qui, après avoir lu le discours convenu, s'est permis, dans un moment aussi délicat, de dire quel était le fond de sa pensée et de relayer sans artifice le message de ceux qui ont combattu ou continuent à combattre comme lui l'a fait. Et puis cette sortie de la dame très émouvante, nous rappelant également les dispositions qui sont les leurs. Mais effectivement, l'acte ou les actes posés par ces jeunes nous rappellent donc la responsabilité qui est la nôtre. Ceux qui sont sortis du bush, ils viennent étendre la main. Il y a la dame qui ne cessait de parler de forgiveness. Je suis d'accord. D'ailleurs, ce n'est pas à moi qu'on va le prêcher, puisque ma position par rapport à la détention maintenue de Ngalim Félix et de Manchu Bibixi, deux acteurs clés de l'exacerbation de la crise, moi me pose un problème, surtout qu'ils ont appelé au retour à l'école et ont dit leur disposition à participer à cette rencontre de dialogue pour retrouver la paix. Le Premier ministre a rappelé lui aussi la mission qui était la nôtre, il a fixé le cap, il nous a décliné le cadre dans lequel tout ceci devrait se faire, avec le bémol qu'on ne nous a pas consulté avant, mais que j'espère que la plénière de reprise des travaux tout à l'heure nous permettra nous aussi de donner notre avis et de faire des ajustements qui s'imposent pour que les avis des uns et des autres soient retenus. Donc, nous n'attendons que le début des travaux. Le cérémonial est passé et tout. Maintenant, allons dans le vif du sujet. Le peuple nous attend, les gens nous regardent, ceux qui sont dans le bush, ceux qui sont dans la diaspora, bref, ceux qui n'ont pas la chance ou le privilège d'être ici, attendent de nous que nous sortions d'ici aussi enthousiastes que nous sommes, avec des résultats probants et concrets. Camerounaises, Camerounais, une partie de notre pays est en guerre. Alors même que Boko Haram continue à semer la mort par la sauvagerie dans la partie septentrionale, 4 autres régions ont été en 2018 le théâtre d'un conflit effroyable qui oppose ces dernières années les Camerounais à d'autres Camerounais. Le nord-ouest, le sud-ouest, le littoral et l'ouest, avec notamment l'escalade d'atrocités qui a traversé en ce mois de décembre la localité de Bangourin dans le département du Noun. L'unité nationale, si chèrement acquise par nos devanciers, dans le combat pour l'émancipation de notre pays, est à rude épreuve. Nos frères camerounais continuent de mourir sous les balles de leurs compatriotes. Certains sont des déplacés dans leur propre pays et dans les pays voisins. Des images d'enfants et de familles désespérés, livrés aux intempéries dans des forêts humides, des corps inertes, parfois mutilés, jonchant les sentiers, ou celles des éléments de forces de défense et de sécurité, blessés ou morts dans cette guerre fratricide, font le tour du monde à travers les réseaux sociaux et les médias. Le pays tout entier en paye le prix. La sous-région en est déstabilisée. Nos performances économiques en sont sérieusement affectées. Le tissu social se désagrège allègrement. Le choix fait par nos gouvernants de priver le peuple de l'information sur la situation réelle, de faire semblant devant le monde d'avoir le contrôle de la situation, créant ainsi 2 Cameroun, un en guerre, un autre en paix. Cette option, la disais-je, est inconséquente et irresponsable. Elle ne produit que l'exacerbation de la haine entre frères et sœurs. Une mission impossible est confiée à nos forces de défense, celle consistant à rétablir l'ordre et la sécurité là où les armes ne font manifestement qu'aggraver la terreur et alourdir les pertes en hommes et en argent. C'est à se demander, puisque nous nous connaissons,
s'il ne se trouve pas des personnes haut placées qui ont intérêt à ce que des compatriotes continuent de mourir. Mettre fin définitivement à cette crise doit être la priorité nationale de 2019. Sur ce point, et il n'y a pas de doute, les Camerounais au-dessus de tout clivage sont unanimes. Des propositions pertinentes affluent de toutes parts. Le gouvernement est face à ses responsabilités. La solution durable à cette crise demeure strictement politique. Elle se trouve dans la concertation entre fils et filles du Cameroun. Autorités politiques, morales, traditionnelles, religieuses et tous les leaders épris de paix, notamment les plus légitimes des leaders anglophones dont certains sont encore en détention. J'appelle donc le gouvernement à accélérer le processus de libération des autres personnes arrêtées sur l'étendue du territoire national dans le cadre de cette crise et que reprenne le dialogue. J'interpelle en outre le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour amener en terre camerounaise les milliers de compatriotes réfugiés dans les pays voisins. Mes chers compatriotes, 2018 nous laisse le goût amer de l'inachevé. Contre toute attente, nous avons fait montre d'une mobilisation et d'un enthousiasme historique lors de l'élection présidentielle. J'ai eu l'indicible privilège d'être l'élu des cœurs de mes compatriotes que vous êtes. Je vous dis humblement merci. Je ne sais si j'en ai le mérite, mais vous, Camerounais, vous méritez d'être félicités pour le revers démocratique que vous avez donné au groupuscule gouvernant qui depuis des années nous méprisait. Ils n'avaient jamais vu la fin de leur règne si proche. Ils ont dû convoquer l'ultra-fraude pour masquer l'identité de celui que vous avez élu. Car même un code électoral taillé sur mesure leur a montré ses limites devant le désaveu populaire. J'ai une pensée triste pour mes camarades violemment agressés, bannis de leur village, bannis de leur localité de résidence, ces compatriotes professionnellement harcelés pour le courage de leurs convictions. Je resterai subjugué, admiratif, devant mes compatriotes de l'extrême nord, du nord, de la Damawa, du Nyon-Ekele, de la Sanaga maritime, du Vouri et bien d'autres localités dans les 10 régions ainsi que de la diaspora qui ont marqué leur attachement à l'idéal du Cameroun qui protège et qui libère les énergies en bravant les menaces de toutes sortes, en faisant des sacrifices inédits. Je ne vous abandonnerai jamais. Toute honte bue, le pouvoir sortant a donné une légitimation institutionnelle à la forfaiture. Une institution dont la mise en place devait accélérer la normalisation démocratique est aujourd'hui tristement célèbre par des vocables devenus des ingrédients de raillerie, irrecevables, non fondés. Loin d'être régulateur du jeu politique conventionnel de par ses missions, le Conseil constitutionnel est devenu le bourreau du peuple, à la solde d'un homme qui lui a volé sa victoire. Ce n'est que partie remise pour 2019. Mes chers compatriotes, faut-il vraiment encore s'investir à vous convaincre de vous jeter corps et âme, sans relâche, dans la bataille du changement? En cette année 2018, le groupuscule d'incompétents qui assiège le Cameroun nous a infligé l'humiliation de trop. Ils se sont montrés incapables même de tenir l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Un événement sportif d'envergure, porteur de tant d'opportunités socio-économiques. Personnellement, j'en ai été profondément contrit. Nos interpellations à l'endroit des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, afin que soient instituées toutes affaires cessantes, des commissions d'enquête parlementaire sur cette prédation organisée, sont restées lettres mortes. Un silence certainement complice, comparable à celui du président proclamé élu, qui est incapable de sanctionner, à ce jour, ses collaborateurs parfois les plus proches, qui ont pourtant bien organisé les détournements de fonds au travers de scandaleux marchés publics aux montants astronomiques. Ne vous y trompez pas. Comme en 2018, ce gouvernement nous conduira en 2019 vers des moments encore plus difficiles.
Après le taux de croissance de 3,2% enregistré en 2017, c'est-à-dire le plus bas des 7 dernières années, 2018 n'a guère changé la situation. Nous restons loin de l'objectif de croissance annuelle du PIB de 5,5% prévu par le DSCE. La dette publique extérieure et intérieure est estimée à 6 527 milliards de francs CFA au 31 mai 2018, soit 35,7% du PIB selon les données de la Caisse autonome d'amortissement. Le taux de pauvreté avoisine toujours 40%. Le taux de chômage a augmenté de 3,8% il y a 10 ans à 4,5% aujourd'hui. Le taux de sous-emploi a augmenté de 68,7% en 2010 à plus de 77% aujourd'hui. Environ 90% des travailleurs employés se trouvent toujours dans le secteur informel. Le budget de plus de 4 800 milliards adopté en novembre 2018 préserve des déséquilibres budgétaires devenus endémiques. Les dépenses demeureront plus élevées que les recettes. Le déficit. Moins de la moitié du budget est consacré au secteur prioritaire. Dans la continuité des dernières années, une part disproportionnée du budget est à nouveau allouée aux dépenses administratives et financières. Près de 20% des dépenses totales, largement supérieures aux 6% du Sénégal, aux 9% du Kenya ou aux 10% du Mali. Comme d'habitude, les coûts administratifs vont représenter plus de 22% du budget des infrastructures. Les frais de représentation, de mission, de cérémonie et les services externes vont encore représenter un peu plus de la moitié de la totalité des dépenses de l'État en biens et services, soit plus de 15% des dépenses publiques totales. Les dépenses publiques en santé et en éducation resteront inégalement et inéquitablement réparties dans le pays. Ceux qui en ont le plus besoin sont ceux qui en recevront le moins. Pourtant, les ménages pauvres ayant des enfants inscrits à l'école consacrent pratiquement 15% de la consommation du ménage par habitant à l'éducation. Un tiers des enfants de moins de 5 ans souffrent toujours de malnutrition chronique. 13% d'entre eux sont même atteints de malnutrition sévère. Les dépenses publiques de santé resteront inférieures à 6%, moins des 10% recommandés par l'Organisation mondiale de la santé et des 15% de l'engagement pour l'action d'Abuja. Quant aux investissements infrastructurels, ils alimentent d'année en année des slogans et hébergent une gabegie extraordinaire par l'intégration des frais généraux. À un point que pour un franc CFA dépensé pour un investissement, 1,5 franc CFA est dépensé en frais généraux. Les durées d'exécution sont toujours plus longues que prévu, passant de 3-4 ans à 7-10 ans. Les coûts de projet sont 2 à 6 fois plus élevés que les coûts de projets similaires dans d'autres pays à même niveau de développement que le Cameroun. Comme vous pouvez le constater, chers compatriotes, la situation est inacceptable. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Dans un pays où 90% des Camerounais pauvres résident en mode rural, il urge d'agir. 2019 nous en donne l'opportunité. Mes chers compatriotes, 2019, c'est demain. En cette année électorale encore plus exaltante, nous devons, dans un engagement individuel et collectif, prendre notre destin en main. Saisir cette opportunité que nous offre l'histoire et participer tous et chacun au développement local et à l'amélioration de nos conditions de vie et celles de nos congénères. Nous devons aller à l'assaut des mairies et de l'Assemblée nationale. Notre pays a besoin de nous et nous devons répondre présent à cet appel que l'histoire conservera dans les annales de la postérité. Chacun de nous, âgé de 23 ans révolus, a qualité pour candidater aux différentes élections qui auront lieu en 2019. C'est l'occasion de sanctionner ces dirigeants médiocres à la base et être propre pilote de notre destinée. Le code électoral en vigueur n'est certainement pas à notre avantage, mais un électorat massif, une présence effective de nos représentants dans les bureaux de vote, une surveillance rigoureuse du vote et un contrôle scrupuleux du dépouillement nous permettront de nous assurer de la transparence des élections et de la vérité sortie des urnes. En ce sens, nous appelons une fois de plus à la mutualisation des forces politiques afin de produire une liste unique,
collective, consensuelle de scrutateurs. Il y va de l'intérêt de la nation et du peuple. L'occasion nous est donnée de corriger les erreurs du passé, qui nous ont coûté la difficulté de prouver aux yeux du monde la victoire de l'opposition à l'issue de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Ensemble, nous pouvons relever les défis, obstacles et embûches que nous impose le code électoral. Nous avons le moyen et l'opportunité de faire un toilettage, une profonde modification de ce code contesté et querellé. Nous serons des élus de la nation, députés au Parlement, et nous exprimerons les réelles attentes et aspirations du peuple dans ce sens. Par le passé, certaines forces de l'opposition, sous l'égide de ce même code électoral et bien avant, ont réussi à remporter des sièges de conseillers municipaux et députés lors des précédentes élections. Cela doit nous inspirer et nous encourager. Nous devons être rassurés de savoir que c'est possible et que c'est encore plus possible si nous travaillons ensemble. Si nous nous mettons au-dessus de notre ego fratricide et si nous mutualisons nos forces. Le mouvement 11 millions de citoyens, le Parti Univers et d'autres partis, à toute discussion allant dans le sens de la mutualisation pour l'intérêt du peuple, de la nation, de la République. Chers concitoyens, chers membres du mouvement 11 millions de citoyens, chers concitoyens, j'ai l'insigne honneur de coordonner une jeune organisation avec ses forces et ses faiblesses. Ensemble, nous travaillerons à les résorber. Nous savons qu'il y a un travail de fond qui exige notre attention particulière. Ensemble, nous mettrons en place les mécanismes nécessaires. Nous savons également qu'il existe des besoins exprimés. Ensemble, nous travaillerons pour apporter des réponses. Dans cette perspective, le renouvellement de toutes nos coordinations communales, départementales, régionales et nationales se fera durant le premier trimestre 2019, afin de donner au mouvement 11 millions de citoyens la force de la légitimité et de la compétence. Dans la même veine, nous organiserons dans la perspective des investitures aux élections législatives et municipales des primaires citoyennes et ouvertes à tous les Camerounais légalement qualifiés. Nous restons un mouvement et une organisation participative et inclusive, dont la particularité est que nous plaçons l'humain au centre de nos préoccupations. Cette logique demeure la même et cet attribut n'est pas un slogan vide, mais une réalité infinie que nous entretiendrons toujours. Nos valeurs de communautarisme, d'inclusion, de clairvoyance et de solidarité seront toujours défendues autant qu'entretenues par tous et chacun de nous. Le Cameroun, notre pays, a la possibilité d'avoir une assemblée nationale, des conseillers municipaux et maires les plus jeunes en Afrique, voire dans le monde. Soyons cette exception, soyons cette particularité, soyons cet exemple, soyons ce symbole. Un symbole non pas seulement de l'espoir, mais davantage d'engagement, de détermination et de conviction. Notre foi en notre engagement nous a permis de réaliser l'impensable en 20 mois, en 2018. Notre détermination nous a permis de surpasser toutes les épreuves et difficultés rencontrées durant cette marche. 2019 nous donne l'occasion de nous affirmer. Soyons à la hauteur de ces attentes et bravons avec excellence ces challenges pour un Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Il ne me reste plus, chers compatriotes, qu'à vous adresser pour l'an de grâce 2019 mes vœux de santé, de faveur et de succès. Que Dieu bénisse notre cher et beau pays, le Cameroun. Je vous remercie. Notre invité ce lundi s'appelle Cabral Liby, sorti 3e après Paul Biya et Boris Kamto lors de la dernière élection présidentielle tenue au Cameroun. Il est également président du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Cabral Liby, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir à vous, monsieur John Lindon. Alors déjà un mot sur ces propos de Sissiko Ayuk-Tabe et sur ces émeutes de 100 millimètres. Je n'ai pas de commentaire spécifique à faire là-dessus. En revanche, le président du PCRN que je suis, lors de la consultation préalable au Grand Dialogue National, avait proposé que dans le cadre de la détente politique qui, de notre point de vue, devait ponctuer ce Grand Dialogue National, que fussent libérés ou que le président ordonna des arrêts de poursuite
à l'endroit et des détenus de la crise anglophone et des détenus de la crise post-électorale. Le professeur Kamto et ses camarades s'y inscrivent. Donc nous avons salué le fait que le président de la République ait écouté cela et nous espérons simplement que non seulement cela participe de la restauration de la paix et de la sérénité au Cameroun, mais surtout que cela enrichisse davantage le jeu démocratique. Voilà, parmi les sujets qui ont été abordés lors de ce grand dialogue national qui s'est récemment tenu au Cameroun, il y a la question des régions anglophones et ce statut spécial dont ils devraient désormais bénéficier. Il y a également la question de la diaspora. Vous vous trouvez ici aux États-Unis en ce moment. Qu'est-ce que vous avez dit à vos sympathisants et à vos militants à propos de ces assises auxquelles vous avez participé? Oui, effectivement, à la faveur de mon séjour aux États-Unis, j'ai procédé à une sorte de restitution de notre participation à l'endroit de nos compatriotes, en tout cas des camarades du PCRN venus de plusieurs États, sur la question de la diaspora, particulièrement si les résolutions qui ont été arrêtées ou si les recommandations qui ont été faites sur cette question sont suivies d'implémentation, on peut penser que nous allons vers une sorte de normalisation de la question. Vous savez qu'il y a encore au Cameroun cette loi de 1968 qui interdit la double ou la plurinationalité. Il a été proposé que cela soit levé. Et il y a un certain nombre de propositions que nous avions déjà faites pendant la campagne, notamment le guichet unique, pour recevoir tous nos compatriotes qui arrivent, les dispenser des procédures et autres. Et puis la question de l'adéquation du système éducatif et de la prise en compte d'un certain nombre de choses. Globalement, le travail a été fait sur la question de la diaspora. Les propositions qui ont été faites, les recommandations sont bonnes. Sur la question du statut spécial, notre proposition, elle est connue. Nous pensons que le Cameroun est par essence fédéraliste. Pas au sens de l'État fédéral qui est un sujet de droit, mais au sens de la philosophie organisationnelle d'une société visant à concilier les différences. Et le Cameroun, qu'on appelle pas par hasard Afrique en miniature, est une société très variée. Et seule la philosophie fédéraliste peut participer de cela. Ça ne veut pas dire qu'on doit revenir au statut de 1961 de deux États, l'un parlant anglais, l'autre parlant français. Justement, pourquoi ce statut-là, cette option-là a été rejetée lors du grand dialogue? Peut-être que les esprits, pas peut-être, les esprits ne sont pas encore suffisamment préparés parce qu'il y a une sorte de paradoxe qui veut que globalement les acteurs nous disent que notre proposition est pertinente mais que ce n'est pas encore le moment de l'appliquer. Ben, nous continuons notre œuvre pédagogique. Toujours est-il qu'on est quand même arrivé à une sorte d'aboutissement de la décentralisation et nous sommes tous dans l'attente de voir comment on pourra agencer statut spécial et décentralisation abouti au Cameroun. Justement, très rapidement, vous avez été classé 3e lors de la dernière élection présidentielle, mais il y a des échéances qui arrivent et il y a cette réforme du code électoral qui n'est toujours pas réglée. Ben, nous continuons à travailler et à presser l'ordre gouvernant pour que cela change. Parce qu'effectivement, l'un des facteurs de crise au Cameroun, j'ai même envie de dire de guerre au Cameroun, c'est encore les vices qui émaillent le processus de dévolution du pouvoir par le vote. Donc il est souhaitable qu'avant les échéances législatives et municipales annoncées pour 2020, que les ajustements nécessaires soient faits. Nous continuons à interpeller nos parlementaires d'ailleurs là-dessus qui vont se réunir très bientôt. Voilà. Cabral Libi, merci d'être venu. On est très pris par le temps. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Je rappelle que vous êtes le président du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale.